Bonsoir et bienvenue dans Euronews Soir pour faire le tour de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. L'horizon se dégage un peu à Londres. Le no deal n'aura pas lieu. Les députés britanniques ont écarté une sortie de l'Union européenne sans accord, mais ce n'est pas pour autant la fin des incertitudes. Alors que les proches des victimes se sont rendus sur le lieu du crash, les boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines seront envoyées en Europe pour être analysées. Certaines compagnies réclament déjà des dédommagements aux constructeurs américains. En Algérie, enseignants et élèves prennent le relais dans la rue pour réclamer le départ d'Abdelaziz Bouteflika, tandis que les autorités assurent être ouvertes au dialogue. Et puis l'ONG Avaaz pointe du doigt les fake news massivement diffusées sur Facebook en prenant en exemple des pages se réclamant des gilets jaunes. Avaaz demande plus de réactivité à la plateforme. C'était le scénario le plus cauchemardesque. Il vient d'être écarté par les députés britanniques. Il n'y aura pas de sortie brutale de l'Union européenne sans accord le 29 mars. La Chambre des communes a rejeté cette option 24 heures après avoir rejeté l'accord négocié avec Bruxelles. Toujours pas de solution en vue donc. Et demain, c'est une troisième et dernière option que Theresa May soumettra à la Chambre basse, demander à retarder le Brexit. Le retarder, oui, mais pourquoi faire? C'est la question qu'a ouvertement posée un brin excédé le négociateur en chef côté européen. Près de 3 ans après le référendum sur le Brexit, la saga n'a, semble-t-il, pas fini de s'éterniser. Après le rejet de l'accord de sortie du Royaume-Uni par les députés britanniques, l'hypothèse d'un report du Brexit est désormais envisagée. Mais les Européens posent leurs conditions. Londres devra présenter un calendrier précis et crédible. C'est ce qu'a rappelé Michel Barnier au Parlement européen mercredi matin. Le Royaume-Uni, c'est sa responsabilité, doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future. Quel est son choix? Et c'est cette question-là qui se pose avant même celle d'une décision sur une éventuelle extension. Prolonger cette négociation, pourquoi faire? Puisque la négociation sur l'article 50, elle est terminée. Le coordinateur du Brexit au Parlement européen attend lui aussi un signal clair des députés britanniques. Ne commençons pas à parler d'une prolongation. Je ne vois aucune raison d'accorder une prolongation si tout d'abord nous ne savons pas quelle est la position majoritaire à la Chambre des communes. Pourquoi devrions-nous commencer à accorder même une courte prolongation s'il n'y a pas de position claire de la Chambre des communes? Quant aux eurodéputés partisans du Brexit, ils dénoncent avec force un chantage des Européens destiné à empêcher le divorce avec l'Union européenne. On en a assez. On a vu la colère hargneuse envers notre pays de M. Verhofstadt, l'intransigeance bureaucratique de M. Barnier, le flot constant d'insultes qui viennent de M. Tusk. Nous sommes unanimes, nous ne voulons pas être gouvernés par vous. Quelle que soit la décision que prendront les Européens, les 27 devront se prononcer à l'unanimité, avec 2 impératifs en tête: ne pas perdre la main sur les conditions du divorce avec les Britanniques, tout en évitant une sortie désordonnée, préjudiciable aux 2 parties. 3 jours après le crash du Boeing d'Ethiopian Airlines, la liste des pays interdisant de vol les 737 MAX 8 s'est encore allongée et certaines compagnies demandent des compensations. Quant aux boîtes noires de l'appareil, elles ne seront pas décryptées en Éthiopie. Olivier Peggy. Scène toujours poignante après un crash, lorsque les proches des victimes se rendent sur le lieu de la catastrophe. Ce mercredi, plusieurs dizaines de personnes venues du Kenya, de Chine ou du Canada ont été emmenées sur le site où le Boeing d'Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche. Un drame qui a fait 157 morts. Depuis ce crash, quasiment toutes les compagnies qui utilisent ce modèle de Boeing, le 737 MAX, ont suspendu l'exploitation de l'appareil. La compagnie à bas coût Norwegian Air Shuttle est même allée plus loin en exigeant des réparations financières aux constructeurs américains. Dans ce message, le PDG de la compagnie norvégienne indique que la décision de ne plus faire voler ces 737 MAX a un coût financier, mais il estime que ce n'est pas à lui à l'assumer. Nous allons donc envoyer la facture à ceux qui ont construit l'avion, a-t-il conclu.
À ce jour, 370 Boeing 737 MAX ont été livrés à travers le monde. Mais aujourd'hui, seules les compagnies américaines continuent à les exploiter. Qu'est-ce qui a conduit au drame du Boeing d'Ethiopian Airlines? À quel niveau y a-t-il eu dysfonctionnement? Le problème a-t-il été le même que celui qui a conduit au crash du Boeing 737 MAX en octobre en Indonésie? Pour y répondre, les enquêteurs comptent sur les boîtes noires retrouvées lundi. L'Éthiopie ne dispose pas d'équipements nécessaires à l'analyse de ces boîtes noires. Elles seront envoyées en Europe pour y être examinées. Le changement de Premier ministre n'y a pas fait grand-chose, pas plus que les promesses renouvelées d'ouverture. La rue algérienne reste mobilisée. Le commentaire de Stéphanie Morbois. Le jeu est terminé. Stop à la manipulation de l'éducation. Voilà ce que l'on pouvait lire ce mercredi sur certaines banderoles du millier de manifestants, enseignants et élèves réunis dans le centre d'Alger pour demander des changements politiques immédiats en Algérie. Des enseignants, des lycéens, mais aussi des collégiens ont défilé dans les rues, tous soucieux d'un meilleur avenir dans le pays. La contestation ne faiblit pas depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi soir renoncer à briguer un 5e mandat et reporter la présidentielle prévue ce 18 avril. Les Algériens dénoncent massivement une ruse pour gagner du temps, car le mandat actuel du président malade est de fait prolongé jusqu'à une présidentielle dont la date est encore inconnue. Cette date sera fixée par une conférence nationale qui devrait se dérouler avant la fin de l'année. En attendant, les Algériens restent mobilisés. Cela fait bientôt 3 semaines qu'ils manifestent. Un appel à la mobilisation est d'ores et déjà lancé pour vendredi. À Lagos, la capitale nigériane, un immeuble de 3 étages s'est effondré aujourd'hui. Il abritait une école et des enfants sont restés coincés sous les décombres. Le bilan serait d'au moins 12 morts. Ce bulldozer a tenté toute la journée de dégager les gravats pour faciliter le passage des secouristes après l'effondrement ce matin d'un immeuble abritant une école maternelle et primaire à Lagos au Nigeria. Il y aurait de nombreuses victimes mais difficile pour l'heure d'établir un bilan des blessés et des personnes décédées. Le temps presse car des dizaines d'enfants sont toujours pris au piège des décombres et la nuit va tomber. Ce jeune garçon a été sauvé dans l'après-midi, suscitant l'espoir que d'autres puissent être à leur tour extraits vivants du bâtiment. Mais les conditions de sauvetage sont difficiles. Les secouristes sont contraints de passer par le toit pour atteindre les étages inférieurs. En manque d'équipement, ils ont lancé un appel aux volontaires venus nombreux prêter main forte pour qu'ils apportent les masques à oxygène d'un hôpital voisin. L'urgence est aussi de permettre aux personnes piégées dans l'immeuble de pouvoir respirer. Plusieurs enfants ont été évacués au compte-gouttes et conduits vers les hôpitaux de la ville. Il est le plus haut responsable de l'Église catholique à avoir été déclaré coupable de viol sur mineur. Le cardinal australien George Pell a été condamné à 6 ans de prison. Il est resté impassible à l'énoncé du verdict. Le récit de Julien Pavie. 6 ans de prison pour le cardinal australien George Pell. L'ex numéro 3 du Vatican connaît désormais sa sentence après avoir été reconnu coupable de pédophilie contre 2 adolescents dans les années 90. Le cardinal âgé de 77 ans passera au moins 3 années derrière les barreaux. Le juge a dénoncé des crimes odieux tout en tenant compte de l'âge et des problèmes de santé du prélat qui encourait jusqu'à 50 ans de prison. Je suis conscient que vous pourriez ne pas vivre assez longtemps pour sortir de prison. Comme je l'ai demandé au jury qui vous a déclaré coupable dans ce procès, vous ne servirez pas de bouc émissaire pour les manquements présumés de l'Église catholique. Le père d'une des victimes du cardinal, mort d'une surdose d'héroïne en 2004, s'est dit déçu par la durée de la peine de prison, d'autant que la bataille judiciaire n'est pas terminée. Le cardinal, qui se dit innocent, a décidé de faire appel. C'est une affaire digne d'un roman noir. Selon le journal espagnol El País, la CIA serait mêlée à l'attaque perpétrée contre l'ambassade de Corée du Nord à Madrid il y a un peu plus de 2 semaines. Voyez ce sujet. Les services secrets américains ont-ils un lien avec la mystérieuse attaque de l'ambassade nord-coréenne à Madrid le 22 février dernier? C'est ce qu'affirme le quotidien espagnol El País ce mercredi. Selon le journal, au moins 2 des 10 assaillants qui ont frappé et interrogé le personnel présent ce jour-là ont été identifiés et ont des liens avec la CIA. Cette attaque est intervenue quelques jours avant un sommet à Hanoï entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
Selon les sources citées par El País, l'objectif de cet assaut était d'obtenir des informations sur Kim Yok-chol, le dernier ambassadeur de Corée du Nord en Espagne, devenu depuis l'une des personnes de confiance de Kim Jong-un et son émissaire pour les États-Unis. Les autorités espagnoles ont demandé des explications à la CIA qui a répondu par la négative mais de façon peu convaincante, conclut le quotidien, selon qui les services secrets américains auraient agi probablement en coopération avec ceux de la Corée du Sud. Et l'on reparle des fausses informations qui prolifèrent sur le web. Cette fois, c'est l'ONG Avaaz qui a mené une étude en s'appuyant notamment sur les groupes Facebook se réclamant des Gilets jaunes. Laura Berlioz vous dit tout. Si vous avez des vidéos, des choses, venez nous les partager, qu'on puisse aussi informer. On peut les voir dans les rues le samedi, mais surtout sur les réseaux sociaux tous les jours. Les Gilets jaunes en font même leur principale source d'information et ne s'en cachent pas. Pourtant, les fake news s'y accumulent. L'ONG Avaaz a étudié le nombre de vues et de partages de 100 fausses nouvelles, les plus virales sur des groupes et comptes Facebook liés aux Gilets jaunes entre le 1er novembre et le 6 mars. Elles ont été visionnées plus de 105 millions de fois et avoisinent les 4 millions de partages. Parmi les plus diffusées, celles qui touchent les forces de l'ordre, des photos de femmes ensanglantées présentées comme des gilets jaunes tabassés lors de manifestations ont réuni en tout près de 3,5 millions de vues. Il s'agit en fait d'images prises en Espagne. Autre cible récurrente des fake news, l'Elysée. Cette vidéo d'Emmanuel et Brigitte Macron a été publiée en plein mouvement des Gilets jaunes avec la légende cinglante pendant que le pays va mal. Des images tournées en réalité un mois plus tôt en Arménie. Toujours en ligne, elle comptabilise plus de 5,7 millions de vues. Pour lutter contre ce fléau, certains médias se consacrent à des recherches autour de ces infox qui polluent les réseaux sociaux. D'autres ont mis en place leur propre système de vérification, comme le fact-checking de l'AFP ou le check news de Libération. Selon un sondage YouGov réalisé pour Avaaz, 87% des citoyens français, allemands, italiens, espagnols voudraient que ces plateformes collaborent avec des vérificateurs de faits. Si les Gilets jaunes rejettent ce qu'ils appellent les médias mainstream, Russia Today, elle, remporte tous les suffrages grâce aux vidéos des manifestations qu'elle diffuse. La chaîne d'information, financée par la Russie, accumule plus du double des vues récoltées par le Huffington Post, le Figaro, l'Obs et Le Monde réunis. Le scandale fait désordre aux États-Unis, d'autant qu'il écorne sérieusement l'image de grandes universités. Des parents aisés, notamment des célébrités, auraient payé pour que leurs enfants intègrent ces prestigieux établissements. Les grandes universités américaines, éclaboussées par un scandale de corruption, une cinquantaine de personnes ont été inculpées aux États-Unis, accusées d'avoir versé des pots de vin pour faire entrer leurs enfants dans ces établissements prestigieux. Parmi elles, 2 actrices, dont Felicity Huffman, connue pour son rôle de Lynette Scavo dans la série Desperate Housewives, et Lori Loughlin, alias Becky dans La Fête à la maison. On ne parle pas ici d'un don de bâtiment pour favoriser les chances de voir ses enfants accueillis dans cette école. Nous parlons de tromperie et de fraude, fausses notes d'examen, fausses références sportives, fausses photos et versement de pots de vin aux responsables de l'université. Au total, ce serait près de 22 millions d'euros qui auraient été versés à l'organisation criminelle chargée de permettre l'admission des enfants à Yale, Stanford ou à l'Université de Californie du Sud. De quoi choquer les autres étudiants de ces universités. L'entrée à l'université devrait reposer sur le mérite, sur vos compétences personnelles, sur votre expérience. L'Université de Californie du Sud soutient un programme qui s'adresse aux étudiants à faible revenu et qui appartiennent aux minorités. Entendre qu'il y a des personnes qui ne le méritent pas et qui ont été admises, c'est d'autant plus décevant. Parmi la liste des parents inculpés figurent également des personnalités du monde de la finance, de l'immobilier ou du droit. Selon les autorités, l'enquête serait toujours en cours et d'autres parents pourraient également être poursuivis. Pedro Almodovar est de retour avec son couple d'acteurs fétiche, intitulé Douleur et gloire. Dans le plus pur style du réalisateur espagnol, son dernier né évoque les tourments d'un cinéaste. 3 ans après son dernier film Julieta, Pedro Almodovar est de retour dans les cinémas avec un 23e long métrage intitulé Douleur et gloire.
Une nouvelle fois, le cinéaste espagnol a fait appel à ses acteurs fétiches, Penélope Cruz et Antonio Banderas, ce dernier signant sa 8e collaboration avec Almodovar, qui fêtera cette année son 70e anniversaire. Dans Douleur et gloire, Antonio Banderas incarne un réalisateur tourmenté, plongé dans ses souvenirs et ses rencontres passées. Le film traverse les années en abordant le thème de la création et les difficultés à séparer vie artistique et privée. Douleur et gloire sort à la fin du mois en Espagne. Le film sera très attendu lors du prochain Festival de Cannes. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.